Putain les gars, j'ai eu le paludisme. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est les vacances, c'est l'été et j'en profite pour faire une vidéo un peu plus chill, posée. J'ai chopé le paludisme. C'est pas une vanne. Et je me suis dit que j'allais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Déjà de 1 pour le raconter et aussi pour vous sensibiliser parce que en vrai, on est la génération qui part beaucoup à droite à gauche. Donc la probabilité pour que vous vous retrouviez un jour dans cette situation, elle est là. Bref, pour ceux qui connaissent pas le paludisme, c'est une maladie qui peut être très grave parce que c'est la première maladie parasitaire au monde. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous en France on connaît pas trop, c'est qu'en fait c'est une maladie qui est surtout répandue à l'étranger. Quand je vous dis que ça blague pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en meurent. Plein de gens qui savent pas qu'ils l'ont et ils font rien, ou ils prennent un Doliprane ou quelque chose comme ça, et ils finissent par tomber dans le coma. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment moi ça m'est arrivé, comment j'ai compris que c'était le paludisme, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai documenté tout ce qui m'est arrivé au fur et à mesure, donc on va voir ça dans cette vidéo. Je vais vous présenter, avant de vous raconter toute cette histoire, le sponsor de cette vidéo qui est MyHeritage. MyHeritage, c'est un service qui permet de construire son arbre généalogique et de retrouver ses ancêtres sur plusieurs générations. Grâce à ses plus de 90 millions d'utilisateurs et 36 milliards de documents historiques. Ce qui fait la différence, c'est trouver des documents en lien avec vos ancêtres. Par exemple, là on voit que mon arrière-grand-père, il était cultivateur. C'est un truc de ouf d'avoir accès à des infos sur ses ancêtres. Moi, j'ai commencé à créer mon propre arbre généalogique. Dites-vous, pour l'instant, j'ai pu remonter à 9 générations. Là, par exemple, c'est Sylvain Berduca, c'est mon ancêtre. Et c'est une dinguerie parce que je peux voir son vrai acte de naissance, etc. Et j'ai accès à plein de documents comme ça. Un truc que je trouve rigolo d'ailleurs dans ma famille, c'est que, je sais pas pourquoi, il y a plein de Sylvain. Je vous montre mon arbre, regardez, lui c'est Sylvain Berduca qui a eu en enfant Sylvain Berduca, qui a lui-même eu en enfant Sylvain Berduca. Sylvain Berduca, il avait un frère qui s'appelait Denis Berduca, qui a décidé d'avoir un enfant, Sylvain Berduca. MyHeritage, c'est la plateforme numéro 1 au monde pour explorer votre arbre familial. L'inscription, elle est super simple. Vous créez un compte et rien qu'avec votre prénom, nom de famille, vous pouvez déjà retrouver des ancêtres. En ce moment, vous avez 14 jours d'essai gratuits pour tester la plateforme. Vous pouvez ajouter manuellement vos parents, grands-parents. Tout n'a pas besoin d'être parfait, mettez ce que vous savez et MyHeritage trouvera sûrement le reste. Il y a aussi quelques fonctionnalités en plus comme restaurer une photo en noir et blanc. Ça vous la met en couleur, par exemple, moi je l'ai fait avec celle de mon papy. Vous pouvez même animer les photos de vos ancêtres. Je vous laisse utiliser le lien qu'il y a dans la description de la vidéo ou le QR code qui s'affiche à votre écran pour profiter des 14 jours d'essai gratuits. Encore merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ok, bon, il y a quelques mois du coup, je suis parti en Amérique latine pour tourner plusieurs vidéos. Donc j'ai publié les vidéos sur ma chaîne, j'en ai tourné et sorti 4 au total. Il y en a eu 3 que j'ai tourné en Colombie et il y en a eu une que j'ai tournée au Brésil. Et en l'occurrence, il y a une de ces fameuses vidéos qui a été tournée dans la région du Chocó en Colombie. Alors vous connaissez sans doute pas la région du Chocó, c'est normal, je connaissais pas non plus avant parce que c'est pas un endroit très connu en Colombie et c'est encore moins touristique. Mais quand on va sur le site du gouvernement français, ce qu'ils écrivent concernant la région du Chocó, c'est extrêmement déconseillé. Autant vous dire que faut pas y aller. Une raison majeure, c'est que cette région-là, elle est en partie contrôlée par des groupes armés. C'est ni la police ni l'armée qui contrôlent, c'est vraiment des espèces de milices de personnes qui prennent possession des terres et qui font la pluie et le beau temps, quoi. Bref, une autre menace qu'il y a là-bas, ce sont les maladies tropicales. Et quand je dis maladies tropicales, c'est particulièrement le paludisme. Et on le voit également sur le site, qui a écrit qu'il faut faire attention au paludisme. Alors écoutez, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit bah merde, attendez, ça fait beaucoup de choses là, ça fait 1 les groupes armés, 2 le paludisme à très haut risque. Est-ce que je fais quand même la vidéo? Au final, j'ai décidé d'y aller quand même. Ce que je me suis dit, c'est que bon, les groupes armés, partout dans le monde, il y a des endroits qui craignent. C'est pas parce qu'un endroit craint que forcément t'y vas, on va te tuer. J'avais pris ce qu'on appelle une fixeuse. Donc, en gros, c'est un contact sur place qui vient tout organiser. Et le deuxième truc, par rapport au paludisme, j'avais fait pas mal de recherches et de ce que j'avais vu, bah, la probabilité pour que je le chope en si peu de temps, elle était très faible. Parce que cette région-là, du Chocó, je devais y aller uniquement pour tourner la vidéo. C'est-à-dire un peu plus de 24 heures. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'appelle ça le paludisme, mais il y en a peut-être qui connaissent cette maladie sous le nom de malaria. Et si vous voulez, il y a un traitement préventif qui existe. Le truc, c'est que ce traitement, il faut être très rigoureux, c'est-à-dire qu'il faut le prendre un certain nombre de jours avant, il faut le prendre un certain nombre de jours après. Et moi, j'étais dans des conditions de tournage, et même globalement, comme je bougeais beaucoup là-bas, où j'allais pas être sûr de mes prises, si je les prenais au bon moment, machin. En vrai, je vous dis ça, j'aurais dû le faire. Voilà, j'ai été con. Je me suis dit, en plus de pas aller longtemps, t'as un bon système immunitaire, entre guillemets. C'est con.
Je me suis pris pour Superman. Je me suis cru invincible. Bah non, voilà. Faites attention la prochaine fois. Et vous allez voir que je l'ai payé. Et bien. Non mais je sais pas quoi dire, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris en vrai, je m'énerve moi-même. Après il y a une autre raison aussi pour laquelle je l'ai pas prise, c'est que je me suis énormément informé sur les premiers symptômes du paludisme. Et je m'étais dit, bon je prends pas le traitement, mais cependant, comme je sais exactement ce qui va se passer si jamais je le chope, j'aurais juste à aller dans un hôpital, demander le petit traitement, parce que le traitement il est assez facile en temps normal à trouver, et vous allez voir après pourquoi je précise en temps normal. Ce qui se passe, c'est que je pars là-bas, je tourne mes vidéos et tout se passe bien. Voilà, tous les tournages se passent bien. J'ai quelques coups de flip, surtout dans cette région du Choco, parce que je croise un soir un groupe armé. Les mecs sont armés jusqu'aux dents. Et moi, j'étais dans un endroit où il y a clairement jamais de touristes. Bref, tout se passe bien sur place, un peu trop, et je vais même le regretter parce que je tiens à ce moment-là ces propos-là. Une conséquence de l'humidité très élevée ici, à Yoko, mais également dans la région où on est, qui est Choco, c'est le paludisme. Alors moi, je suis là à peine une journée, donc j'ai décidé de ne pas prendre de traitement. Ah putain. Oh les rushs qui ont mal vieilli. Oh là 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 là. Vous imaginez qu'à ce moment-là, je suis en mode ouais les gars, faut faire attention. Ici, il y a le paludisme. Mais ta gueule, mec. Ok, ellipse temporelle. Dans cette ellipse, je vous la fais courte, mais je tourne les autres vidéos que je dois faire en Colombie. Je pars au Brésil pour tourner une vidéo dans les favelas et il se passe, au total, 15 jours. 15 jours plus tard, donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai fini tous mes tournages en Amérique latine et je me dis, vas-y, en vrai, j'ai une pote à moi que j'ai rencontrée en France qui est bolivienne et elle vit en Bolivie. Donc, elle est retournée vivre en Bolivie. Donc, je me dis, vas-y, en vrai, je vais passer en Bolivie la voir quelques jours. Prêt à découvrir le monde? J'y vais 3-4 jours. Déjà, j'aurais dû m'en douter parce que dans l'avion pour aller en Bolivie, il se passe un truc qui n'arrive jamais. C'est-à-dire que je prends mon avion, je rentre dans l'avion. L'avion va atterrir en Bolivie et 30 minutes avant d'atterrir, j'entends problemo. Je sais que c'est pas un bon mot à entendre en haut-parleur quand t'es dans un avion. L'avion ne se pose pas. L'avion, il repart. Et il retourne dans la ville de décollage se poser. Alors là, la famille, c'est inédit ce qui se passe. Je suis dans un avion. On arrive à la destination. L'avion ne peut pas atterrir. On repart dans la destination d'avant. Qui est dans un problème de pression. Je sais pas trop compris. On n'a pas plus d'explications. Et là d'un coup il y a une intervention de technicien. En fait il y avait un problème de pression dans la cabine du pilote. Et on pouvait pas se poser du coup en Bolivie. Parce que La Paz, la capitale de la Bolivie, c'est la ville la plus en altitude du monde. Et je crois que ça posait problème. Sur ma vie, je veux plus entendre parler d'aéroport avant plusieurs mois. D'accord ? Vous me faites le plaisir, vous me parlez plus d'avion les gars. J'en ai plein le cul. C'est quoi ce périple? Bref, j'ai un nouveau vol plusieurs heures après, mais ça commence très mal, ce séjour en Bolivie. Je reprends un vol, j'arrive là-bas, ma pote vient me chercher, donc on passe la soirée. Arrive le lendemain, je commence à visiter vite fait la Bolivie, et puis elle m'explique qu'en fait, le pays, globalement, au moment où j'y suis, il est en train de se péter la gueule. Quand je vous dis qu'il se pète la gueule, c'est que littéralement, la monnaie de là-bas, elle est en train de complètement baisser par rapport au cours du dollar. Et un autre truc aussi, c'est que la situation, elle est assez instable au niveau géopolitique. Alors ça, après, c'est des problèmes de pouvoir, de politique, etc. Mais ils sont pas d'accord sur qui va être le prochain président, machin. Et il y a une grosse manifestation qui va arriver et qui va littéralement tout bloquer. Bah forcément, c'est plus galère d'accéder à des services comme la santé. Et le soir, on rentre chez elle, on se pose. Et là, truc de ouf, bam! D'un coup, je me mange, mais une barre, mais un truc de ouf. C'est-à-dire que c'est comme si toute l'énergie vitale de mon corps, on me l'avait absorbé, vous savez, comme s'il y avait un mec qui était arrivé avec un aspirateur et il m'a pris toute mon énergie. Et je me rappelle de ma conversation avec ChatGPT, et je l'ai retrouvé ce matin, je l'ai pris en screen, bougez pas. Je dis à ChatGPT, j'ai l'impression d'être comme malade, c'est normal? Mais non mec, c'est pas normal, évidemment que non. Et d'ailleurs, un truc que je vous ai pas précisé, c'est que comme on est très haut en altitude, et ben en fait, un phénomène qui se passe pour les gens qui vont à La Paz pour la première fois, c'est que pendant 3 jours quand ils y vont, ils ont mal à la tête.
En fait, c'est le temps de s'acclimater à l'altitude. Donc au début, il me dit que ouais, c'est assez fréquent, machin, parce que l'altitude et tout. Je fais ok et tout. Donc je me disais que c'était normal. Sauf que deuxième symptôme qui arrive, quelques 30 minutes après, je me prends la fièvre de ma life. C'est-à-dire que ça m'a fait une montée de fièvre. Je me rappelle, je vais dans la salle de bain, je regarde ma gueule et je me rends compte que mon visage, il est rouge tomate. J'essaye de prendre une douche, mais l'eau, elle me paraît froide. Enfin, vraiment, je commence à rien comprendre. Et du coup, là, je me dis, putain, bâtard, y a un truc qui va pas et tout. C'est bizarre quand même, les effets de l'altitude, là. Ça fait pas ça quand je suis à la montagne. En plus, je commence à avoir la gorge sèche et tout. Et d'ailleurs, on le voit, un combo avec ChatGPT, c'est... J'ai l'impression d'être faible et d'avoir la gorge très sèche. J'ai du mal à déglutir, pourtant, je bois. Et ensuite, je lui dis, j'ai de la fièvre. Donc, je le dis à ma pote et tout, mais on fait attention. Quand il me donne un Doliprane, on commence à regarder un film. Et moi, je comprends plus rien au film. C'est-à-dire qu'on regarde le film, je m'endors, je me réveille, je suis... Vraiment, ça va pas, quoi. On parle un peu, j'arrive plus à parler. Enfin, quand je vous dis que j'arrive plus à parler, c'est j'ai du mal à parler, quoi. Je n'ai pas envie de parler. Et même, je pose la question à ChatGPT, je lui dis, c'est normal de ne pas avoir envie de parler. Putain, mais quelle invention extraordinaire, l'intelligence artificielle. Mes conversations avec l'IA, elles sont majestueuses. Bref, à la suite de ça, je comprends vraiment qu'à ce moment-là, c'est pas l'altitude. Et je me dis, il y a deux options. Je me dis, l'option 1, c'est... Peut-être j'ai fait une insolation ou un truc comme ça. Et donc si c'est une insolation, ça fait chier, mais ça va. L'option 2, le délai d'incubation du paludisme, c'est 15 jours. Mais attends, j'étais où il y a 15 jours? Mais est-ce qu'il y a 15 jours, j'étais pas dans la région du Choco, en Colombie, là où il y a le paludisme? Et là, je me dis, bâtard, ça se trouve, j'ai le paludisme. Et en fait, je me dis, quand même, c'est peu probable. Peut-être il y a 10% de chance. Mais... je vais quand même le dire à ma pote. Et je préférais lui dire parce que, en fait, les gens qui meurent du paludisme, dans énormément de cas, c'est qu'en fait, ils savent pas qu'ils ont le paludisme. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont une grippe ou une insolation. Du coup, moi, je me dis, putain, attends, si je me retrouve dans une situation où je peux plus parler ou je sais pas quoi, faut que la meuf avec qui je suis, elle sache que ça peut être ça, quoi. Elle me regarde et tout, elle me dit, putain, mais Léonard, tu sais que là, on est en Bolivie et tout, on n'est pas en France. C'est pas le même système de santé. En plus, je t'ai expliqué là toute la journée que en ce moment, c'est la merde. Donc, elle commence un peu à paniquer. Et je vois qu'elle panique. Donc, je lui dis, non, mais t'inquiète, c'est sans doute pas ça. Juste, je te l'ai dit au cas où. Et là, je passe une nuit, mais affreuse. Vraiment, une nuit de merde. Je crois que je me suis jamais autant réveillé pendant une nuit, c'est-à-dire que littéralement toutes les 10 minutes, je me réveille la gueule sèche. J'ai besoin de boire, sauf que je ne peux pas trop boire, parce que quand je bois trop, j'ai envie de vomir. Et je me réveille le matin, je suis décalqué, j'en peux plus. Je me dis, ok, là, dans le doute, on va aller faire un test. On va aller faire un test parce que je veux juste être sûr et écarter la possibilité que c'est le paludisme. Donc là, elle se met à appeler un premier labo, un deuxième labo, un troisième labo, un quatrième labo. En fait, le problème qu'il y a en Bolivie, particulièrement à La Paz, c'est que La Paz, comme je vous l'ai dit, c'est à 4000 mètres d'altitude. Et vous savez ce qu'il n'y a pas à 4000 mètres d'altitude? Des moustiques. Il n'y a aucun moustique. Et on a beau être en Amérique latine, là-bas, comme on est très haut, il n'y a aucun moustique. Donc le paludisme, eux déjà, ils connaissent pas. Vous savez un deuxième truc qu'il n'y a pas? Alors c'est triste, mais c'est de l'argent. Les Boliviens, c'est un peuple qui est assez pauvre finalement. Et du coup, comme ils ont peu de moyens, forcément, ils voyagent peu et ils vont pas beaucoup à l'étranger. Dans ce contexte-là, ça fait que trouver un test pour le paludisme, c'est vraiment pas commun. Elle cherche, je vous jure, elle appelle, il n'y a rien. Puis je suis bon à rien en fait à ce moment-là. Je vous jure, je suis comme ça, j'arrive pas à manger, je bois par lichette. Au final, elle réussit à trouver un labo qui peut faire le test. Donc on y va, on arrive là-bas, elle explique la situation. Heureusement qu'elle explique d'ailleurs parce que moi j'étais incapable de pouvoir m'exprimer encore moins en espagnol. Et il y a un médecin qui finit par nous prendre et me faire un test. Donc le mec me fait une prise de sang et me dit qu'en gros il y aura le résultat dans quelques heures. J'ai fait le test vers 9h30 et à 17h je me lève pour espérer les résultats, pas de résultats. Donc je me dis putain, vas-y, bizarre cette histoire. 18h, pas de résultats. 19h, pas de résultats. Et du coup je commence à dire à ma pote, vas-y en vrai, je pense que comme ils donnent pas les résultats maintenant, c'est que j'ai sans doute rien
Et c'est pour ça que ils envoient pas direct. Vous savez, c'est comme quand on va faire un test quelque part. Moi, je me dis, quand je vais faire un test dans un labo, si j'ai un problème, ils vont m'appeler en urgence. S'ils m'appellent pas et que les résultats, ça traîne, machin, c'est que j'imagine que j'ai rien. Donc 20h, j'ai toujours pas de résultats. En plus, moi, mon état, il commence à s'améliorer un peu. Donc je vais de mieux en mieux. Je commence à pouvoir un peu remanger. 22h, ma pote, elle reçoit un texto sur WhatsApp. Et alors là, du coup, je me dis, let's go, au moins ça va être réglé, je vais pouvoir enfin profiter. Elle reçoit littéralement une pièce jointe avec une photo, avec écrit paludismo positivo. Alors, je vois ça, en fait sur le coup, je commence à paniquer parce que je me dis, le mec, au lieu de m'envoyer à 17h, je sais pas, il a traîné, il m'envoie ça à 22h, sauf que déjà, de base, galère de trouver des médicaments, etc. Mais en plus, à 22h, il n'y a plus rien d'ouvert. Il n'y a plus de labo, il n'y a plus de médecin. Je commence à me dire, bâtard, là je suis en Bolivie. Déjà, c'est une emmerde, c'est une galère. Le mec, il me donne le résultat en pleine nuit. Et en plus, le résultat est positif. Donc en fait, il faut que je m'active pour trouver des médicaments. Sauf parce que la couille, c'est que comme à ce moment-là, j'apprends que j'ai le paludisme, c'est un compte à rebours qui commence. Sauf que le compte à rebours, il est déjà entamé depuis plus de 24 heures. Vous voyez ce que je veux dire? On dit que quand on sait qu'on a le palu, il faut prendre les médocs sous 48 heures. Moi, je me dis, bâtard, moi, ça fait déjà 26 heures que je suis symptomatique. Là, il faut absolument que je prenne un traitement maintenant. Et ça nous amène à un nouveau problème dont je ne vous ai pas parlé depuis le début de cette vidéo. C'est qu'il y a deux types de paludisme, avec deux types de traitements différents. Le test que m'a fait le mec ne me dit ni si j'ai ce type-là, ni si j'ai ce type-là. Bon les amis, je vous ai fait une petite prévention contre le paludisme. Devinez qui a chopé le paludisme. Je suis en PLS. Parce que j'ai pas pris le traitement. Donc en fait j'ai les symptômes pleine gueule du palu. Heureusement que je suis allé faire des tests en labo. Sauf que ici, où je suis à la base, le paludisme n'existe pas. Et le système de santé, il est vraiment pas bon. Et là, je pense que vous le voyez à ma gueule, que ça va pas. J'espère que ça va aller mieux. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, si je refais un test, faut que j'attende le lendemain matin, le temps que j'ai de nouveau des résultats, si ça m'emmène au lendemain soir, vas-y, ça fait que ça dépasse les 48 heures, ça va être une galère. En plus, un autre truc qu'il faut savoir, c'est que là, j'avais une phase d'amélioration, et le paludisme, c'est comme ça. Tu vas aller très mal, ça va aller mieux, tu crois que c'est bon, t'es sorti d'affaires, etc. Sauf que la vague d'après, elle va te défoncer genre 3 fois plus. Donc bon, on arrive à trouver tant bien que mal un espèce de cabinet médical de garde ouvert. À ce moment-là, même moi, en vrai, je me dis, putain, là, faut que je fasse attention, en vrai. Là, je suis dans un moment où je dois être vigilant parce que c'est ma santé qui est vraiment très en jeu. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches juste avant d'aller chez le médecin. Et dans mes recherches, j'ai dû un peu m'auto-diagnostiquer parce que j'avais plus le temps d'attendre et de savoir lequel des deux paludismes j'avais. Il y avait plus de chances que ce soit le paludisme vivax. Le falciparum, il est dans certaines zones dans la région du Choco, mais il y en a très peu, et en général, il est plus dans des régions d'Afrique. Et en plus de ça, les symptômes que j'avais semblaient un peu plus correspondre à celui-ci. Mais bon, j'ai pas le choix à ce stade, il faut absolument que je fasse quelque chose, que j'agisse, donc je décide de prendre moi-même les choses en main et d'amener cette conclusion. Quand je suis chez le médecin, il me diagnostique. D'après son diagnostic, j'ai le paludisme. Merci, mec. Et il s'avère qu'il était vraiment bancal parce qu'il me donne du coup le traitement du paludisme vivax. Et le traitement, c'est prendre de la chloroquine. Il me donne une plaquette de 10 et il me dit tu prends un cachet par jour pendant 10 jours. Donc je fais ok et tout. Mais comme je vous le dis, je le sentais pas trop ce médecin. Et quand je rentre à l'appart, je décide de vérifier les informations. Et d'après l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et même toutes les sources que j'ai trouvées sur internet, ils conseillent, eux, de prendre une charge d'attaque, donc 4 cachets d'un coup, le soir même, 4 cachets le lendemain matin, puis 2 cachets le 3e jour. Ce qui fait 10 cachets en 3 jours. Et moi je me dis, putain, mais attends, je fais quoi? Est-ce que j'écoute le médecin? Ou est-ce que je m'écoute internet? Et en même temps, je sais que le temps presse et qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose. Sauf que moi, ça me fait flipper de prendre un truc que je connais pas. Je me dis, attends, imagine, je prends 4 cachetons, je gobe le truc, je m'envoie un verre d'eau, je vais au lit, je me réveille pas, je sais pas. Et bref, je vérifie les infos, les posologies et tout. Je me dis, ok, normalement c'est bon. Je prends les 4 cachetons, je bois mon verre, je vais me coucher. Et je me dis, j'espère que je vais me réveiller. La nuit se passe, c'est pas une nuit terrible non plus, pas très réparatrice, mais je me réveille le lendemain matin.
Et j'ai un médecin au téléphone le lendemain matin qui me dit que j'ai bien fait de prendre cette dose-là et que la dose que m'a conseillé le médecin en Bolivie n'aurait servi à rien. C'était pas assez fort. Ce jour-là, j'essaye de reprendre des forces, j'en reprends un peu. Donc vous voyez, je suis sous médicaments. Voilà ce que je prends. Et je rentre en France en urgence cette nuit. Donc prévention max, faites vraiment attention. Les médicaments ils commencent à agir, mais littéralement je suis vidé quoi. Je veux dire, dès que je marche, je peux faire 100 mètres, faut que je prenne une pause, enfin c'est catastrophique. Et du coup, je prends ma journée pour me reposer et le lendemain matin, donc le jour 3 de Bolivie, je rentre en France en urgence, je prends un avion. Le souci, c'est que pour faire Bolivie-France, il n'y a pas de trajet direct. Littéralement, pour revenir, j'ai fait 24 heures d'avion avec 2 escales. C'était insupportable. Alors déjà, c'est insupportable de base, mais quand tu rajoutes le fait que tu es malade, j'ai cru que j'allais canner. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, hein, le paludisme ne se refile pas comme ça. Donc j'étais pas contagieux. Putain, j'ai jamais été aussi content de rentrer en France. Le périph', j'adore. Bref, je rentre en France, je prends une bonne douche et je me dis que dès le lendemain, je vais aller à l'hôpital faire une batterie de tests. Donc en fait, je fais une prise de sang. Bon, et ben aujourd'hui, c'était 3e prise de sang. Je suis allé à l'hôpital, j'attends les résultats. J'en ai marre de faire que des prises de sang tout le temps, mais au moins là, je suis en France, je me sens un peu plus en sécurité. Si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, j'ai le sourire, mais j'espère que ça va aller. Et il s'avère que dans mon sang, je n'ai plus de traces de parasites. Ça veut dire que le parasite ne réside plus en moi et que du coup, le traitement à la chloroquine a en effet marché. Le souci avec le paludisme, c'est que le parasite, il peut se mettre de manière cachée dans le foie. Sauf qu'il est tellement petit qu'on est incapable de savoir si il s'est mis ou non dans le foie. S'il y est pas, j'aurai jamais de problème dans ma vie. S'il y est, il y a un risque pour qu'un jour je fasse une rechute. C'est-à-dire que potentiellement dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 5 ans, d'un coup je peux retomber comme ça très malade et avoir les mêmes symptômes et le truc qui se réactive. Alors c'est chiant, c'est pas drôle, mais le plus important c'est de le savoir parce qu'au moins si j'ai de nouveau ça, je pourrais prendre le traitement nécessaire. Alors évidemment que ça me fait chier, je préférerais vous dire que je suis sûr de rien avoir, mais ce n'est pas le cas. Mais tout ça pour vous dire, les frérots, faites attention, parce que j'ai été con en fait. J'aurais dû prendre ce traitement préventif et maintenant je le saurais. Je m'étais fait vacciner pour la fièvre jaune en allant en Amérique latine. J'ai pas été assez sensibilisé sur le paludisme. Vous voyez, une petite erreur et au final je l'ai chopé. Que ça me serve de leçon, que ça vous serve de leçon également. On n'est pas intouchable. Ce qui m'est arrivé, c'est pas grave en soi. Moi, vous savez, je vais avec, voilà. Je tenais à vous raconter cette anecdote. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Merci également à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est dans la description. Au final, moi, ça a été un gros coup de flip avec tout ça et je voulais vous partager ça. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et achetez mon café sur flamme-café.com. Salut tout le monde.